Bienvenue sur la page Facebook d'Europe 1 et sur la page de Philosophie Magazine qui nous accompagne pour ce corrigé du bac. Vous le savez, aujourd'hui, c'est l'épreuve de philo. 740 000 candidats qui planchent depuis ce matin. Et on se dit qu'on allait faire un corrigé en live, corriger quelques sujets de L, de ES et de scientifiques. Et on a un invité pour ça, un expert, Michel Etchaninov. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? C'est une grande journée pour vous à Philosophie Magazine. C'est la journée... C'est la journée où nous aussi on passe le bac. Effectivement, parce que depuis ce matin, 8h, vous corrigez les sujets pour que ce soit prêt sur le site web de On a Philo. une équipe de correcteurs qui corrige. Tous les corrigés vont être sur notre site à midi. Donc voilà, nous aussi on est hyper mobilisés. Et on va faire un corrigé ensemble pendant 20-25 minutes. Les amis, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Je vais les lire, j'ai un écran devant moi. Et si dans votre entourage, il y a des lycéens qui passent le bac ou des candidats libres, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Comme ça, ils pourront voir un petit peu s'ils sont dans les clous avec ce qu'ils ont fait ce matin. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. 2 numéros en kiosque, vous les voyez derrière moi, je vous en parle tout à l'heure. Je vais vous demander un avis, Michel Etchaninov, général sur les sujets du bac de cette année. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu les sujets devant vous ? Que c'était des sujets hyper classiques. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont parfois déjà tombées il y a quelques années. C'est vrai. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'était le sujet de L, c'est ça ? Ouais. C'est le sujet que moi j'ai eu il y a 15 ans maintenant. Voilà. Donc c'est des sujets vraiment, j'allais pas dire bateau, mais classiques sur le temps, l'art, le travail, qu'est-ce qu'il y a encore, la morale, la politique. Voilà, des gros sujets. Donc normalement, quand on a à peu près bien suivi les cours pendant l'année, il n'y a pas de surprise, quoi. Est-ce que dans ces sujets, vous avez vu quelques références à l'actualité, à l'année qui vient de s'écouler ? Alors d'habitude, dans les sujets, il y a des messages subliminaux. Là, dans les sujets de dissertation, pas vraiment. Parce que à quoi bon expliquer une œuvre d'art ? C'est pas vraiment l'actu de l'année. En revanche, dans les textes, dans les 3 textes à expliquer, il y avait des allusions à l'actualité. Par exemple, il y a un texte de Hegel sur qu'est-ce que c'est qu'une loi. Oui. Et il dit qu'il y a des lois de nature, les lois de la nature, je ne sais pas, la chute des corps, il faut obéir à cette loi. Mais quand c'est des lois humaines, à ce moment-là, il y a votre conviction intérieure qui rentre en jeu et on peut ne pas être d'accord. Donc ça peut faire un peu référence à la question de la loi des Gilets jaunes, la révolte contre la loi qu'on trouve illégitime. Donc ça, c'était intéressant. Et dans les 2 autres textes, un texte de Leibniz et un texte de Freud, pareil, en subliminal, il y a la question des fake news et de la théorie du complot. L'avenir d'une illusion, c'est ça ? Sur la religion et sur les sciences. En fait, il parle des sciences, il dit pourquoi il y a des gens qui ne croient pas aux sciences, à ce qui est scientifiquement prouvé, par exemple, je ne sais pas, le réchauffement climatique. Donc il se pose la question. Et il y a un autre texte de Leibniz qui dit pourquoi est-ce que parfois on croit plutôt ce qu'on a envie de croire plutôt que ce qui est vrai. Et ça fait un peu référence aux fake news. Donc c'est des sujets, des textes qui sont vraiment intéressants. Effectivement. Je salue Nicole, qui nous laisse des messages sur Facebook. N'hésitez pas à nous poser des questions, on va vous répondre en direct. Je vous propose qu'on attaque le premier sujet, un sujet de L. Et ce thème, c'est « À quoi bon expliquer une œuvre d'art ?» Qu'est-ce que, d'après vous, il fallait mettre en avant dans sa copie pour faire mouche ? D'abord, il fallait vraiment exposer le problème, qui est que d'un côté, devant une œuvre d'art, souvent on a envie de partager, on a envie de parler, et puis on a envie tout simplement de comprendre. Quand on regarde Notre-Dame, oui, elle a brûlé il n'y a pas longtemps, on se dit mais quand est-ce que ça a été construit, reconstruit, qu'est-ce que ça veut dire, ces croisées d'ogives, etc. On a envie de comprendre. Et en même temps, c'est ça qui fait une problématique de philo, on se dit mais expliquer, on passe à côté de l'essentiel. Parce que ce qui est émouvant dans l'œuvre d'art, c'est que c'est beau. Et le beau, on a l'impression que ça ne s'explique pas. Donc vous voyez, ça c'est un peu la problématique. Alors moi ensuite, j'aurais répondu en 3 parties, classiquement. Évidemment. Parce que la disserte, on essaye de faire 3 parties. J'aurais dit d'abord que à quoi bon, à pas grand-chose finalement, parce que chacun a ses goûts, parce que chacun a sa propre culture, sa propre expérience, son propre vécu, et donc finalement on voit tous des choses différentes. Ah oui, il fallait pas rater le « à quoi bon » dans l'énoncé du sujet. Il faut toujours essayer de décortiquer les mots. Et ça, c'est ce qui fait un peu la différence, ça permet de grappiller des points, c'est dire qu'on est attentif au sujet, vous voyez, qu'on ne fait pas juste réciter son cours. Et donc, à quoi bon ? À pas grand-chose, parce que finalement, chacun voit des choses différentes. Notre-Dame, il y a quelqu'un qui voit la foi, d'autres qui voient quelque chose de gothique, le troisième qui voit des couleurs. Donc finalement, dans une première partie, on dirait en fait, ça sert à rien, ça dépend de chacun. Et alors, dans un deuxième temps, je dirais avec Emmanuel Kant, qui est un grand philosophe du beau, de l'esthétique, de l'art, que même si on ne peut pas expliquer, on porte un jugement. On dit c'est beau et on a envie que ça vale
pour tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que les autres trouvent ça beau aussi. Et donc, Emmanuel Kant, il dit, le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. C'est-à-dire que, finalement, on ne peut pas expliquer vraiment pourquoi, mais il y a un jeu de couleurs, de formes, qui fait que c'est beau et qu'on a envie de le transmettre à tout le monde. Donc, je dirais, dans un deuxième temps, ça sert à expliquer une œuvre d'art, à essayer, sans l'atteindre, de dire que c'est beau pour tous. Mhm. Et puis, dans un troisième temps, j'irai plus loin. Et là, j'irai avec Hegel, qui est un philosophe qui a vécu après Kant, Bien sûr. et qui l'a critiqué, et qui a dit, mais vous savez, il y a quand même des choses qu'on peut expliquer dans une œuvre d'art. Expliquer, au sens étymologique, ça veut dire déplier, c'est-à-dire ouvrir. Et en fait, quand on regarde une œuvre d'art, quand on voit quelque chose qui vous touche, parfois, on met un nom sur des sentiments obscurs qui sont au fond de vous. Et tant qu'on ne les a pas vus exposés sur une œuvre d'art, au fond, on ne les comprend pas vraiment. Donc, expliquer une œuvre d'art, c'est pas tout dire, mais c'est identifier des grands sentiments, je ne sais pas, le sublime, l'amour, la nostalgie. Et c'est en fait quand ça se matérialise à l'extérieur qu'on peut mettre un nom là-dessus. Donc, je dirais, pour terminer, que oui, on peut expliquer une œuvre d'art. À quoi bon pour mieux se comprendre soi-même? Moi, je voulais vous poser une question avant de finir sur les L. Vous m'avez dit, il n'y a pas de passage obligé dans la copie, il n'y a pas des cases à cocher. À Europe 1, on s'était posé la question de est-ce qu'on peut placer des références culturelles actuelles, populaires? Premier exemple, c'est le groupe de rap PNL qui cartonne chez les jeunes qui passent le bac. Est-ce que c'est pertinent de citer des artistes très très contemporains dans sa copie de bac philo? En fait, il n'y a pas d'interdit. Il faut juste avoir à l'esprit que votre correcteur, il faut qu'il comprenne de quoi vous parliez. Ah oui. Donc, si le prof qui corrige ne connaît pas PNL, c'est plus embêtant. C'est sûr que si on parle de Victor Hugo, c'est plus simple, à mon avis, il connaît. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais à ce moment-là, quand on veut parler de quelque chose de très contemporain, de la série, etc., eh ben, il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer de quoi ça parle, etc. Donc, il faut toujours avoir en tête qui va me lire. Est-ce qu'il faut limite mettre un petit lien, lien Spotify dans la copie, aller écouter? Ça sera quand il y aura des copies électroniques. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on peut en mettre. On n'est pas obligé d'aller taper forcément dans le classique et dans l'ancien, mais on peut aller vers quelque chose de plus moderne. On peut, mais voilà, il faut se dire, tiens, est-ce que le correcteur va comprendre Effectivement. Je vous propose qu'on passe à un sujet de ES. Alors, il y en avait deux. Il y a la morale est-elle la meilleure des politiques et le travail divise-t-il les hommes? On part sur la morale? Ça vous va? Alors allons-y. La morale est-elle la meilleure des politiques? Là encore, il faut essayer de poser le problème, c'est-à-dire essayer de développer une problématique en disant que qu'est-ce que c'est qu'en fait développer une problématique? C'est dire que si on répond sans la philosophie, en fait, c'est contradictoire, c'est pas évident. En fait, ça justifie le fait qu'il faille faire 3 parties et qu'on fasse un peu de philo pour répondre. Donc en fait, la morale est-elle la meilleure des politiques? Spontanément, on a envie de dire oui, parce que on préfère avoir une politique qui fasse le bien des hommes, qui respecte les droits, plutôt qu'un dictateur. Mais en même temps, on sait très bien qu'avec de la morale, avec des bons sentiments, parfois on peut faire une politique désastreuse. Si on se souvient, je ne sais pas, du droit d'ingérence, il y a quelques décennies, on disait il faut aller attaquer un pays si il se passe des choses à l'intérieur de ce pays qui ne vont pas. C'était par exemple l'intervention américaine en Irak. Ça a provoqué des conséquences qui sont problématiques. Donc en fait, le lien entre morale et politique, c'est ce qu'interroge ce sujet, c'est pas évident. Alors pour y répondre, moi je dirais du plus simple au plus compliqué. C'est comme ça qu'il faut faire dans une dissertation, il faut aller du plus évident au plus compliqué. Oui, parce qu'on peut se le dire, antithèse, synthèse, c'est fini. En tout cas, il ne faut pas le faire de manière mécanique. En fait, il faut donner 3 réponses au sujet en montrant que la première, elle est insuffisante, que la deuxième, elle est mieux, mais elle ne suffit pas non plus. Donc, on en donne une troisième qui découle des 2 autres et qui est mieux. Donc, ce n'est pas thèse, antithèse, synthèse, c'est en fait 3 hypothèses. Première hypothèse, classiquement, je reprendrai ce que j'ai dit, la politique, c'est le bien commun. Dans bien commun, il y a bien. Le bien et le mal, c'est l'affaire de la morale. Donc, en fait, la morale, c'est la meilleure des politiques, dans le sens où il faudrait commencer par définir ce qu'est le bien, pour ensuite l'appliquer. C'est ce que dit, par exemple, Platon dans La République, grand philosophe de l'Antiquité, qui dit on peut faire n'importe quoi en politique, mais il faut d'abord qu'il y ait des gens qui vous expliquent ce que c'est que la justice. La justice, c'est que chacun ait ce qu'il mérite, etc. Donc, définissons d'abord le bien en morale, et ensuite appliquons-le à la politique. Problème, c'est que, en fait, la politique, ça ne se passe pas comme ça.
Parce que là, je ferai une deuxième partie avec Machiavel, qui est un grand philosophe de la Renaissance, Ouais. qui nous dit, mais finalement, il y a plein de gens qui ont des bonnes intentions, des beaux rêves, et en fait, ça fait des catastrophes, parce que le politique, il doit jouer avec son entourage, il doit jouer avec les opinions. En plus, il est tout le temps sous le feu des projecteurs, donc il doit toujours tricher un peu. Donc l'homme politique, en fait, il doit, dit Machiavel, savoir ne pas être bon quand il faut. C'est-à-dire parfois être dur, parfois dire non, stop, on arrête, parfois dire je ne céderai pas. Mhm. Donc en fait, la morale, pour Machiavel, ça c'est ma deuxième partie, ça fait pas la meilleure des politiques, ça ferait à la limite même la pire des politiques. Mhm. Et je ferai un troisième temps où je dirais quand même c'est un peu atroce de se dire qu'il n'y a aucun lien entre morale et politique. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi. À ce moment-là, c'est Poutine et Xi Jinping qui sont les meilleurs. Ouais. Alors moi, je réfléchis, je me dis quand même, il y a peut-être un moyen de ni se prendre pour un ange, ni se prendre pour un salaud, mais essayer de mixer les deux. Et alors ça, c'est un autre philosophe qui le fait, on en parlait tout à l'heure, c'est Emmanuel Kant, Oui. qui nous dit, par exemple, il a écrit un livre sur la paix. Il dit, ce serait bien qu'un jour, il y ait la paix entre les nations. Ah, il dit, on ne va pas le réaliser maintenant, parce que ça ne marchera pas, c'est pas possible, il y a encore des guerres. Mais par contre, il faut toujours avoir ça en ligne d'horizon. C'est-à-dire qu'il faut agir de telle manière à ce qu'un jour, peut-être, il y ait la paix. Et du coup, quand on a toujours quand même l'œil rivé sur l'horizon du bien, c'est-à-dire de la morale, on va aller dans la bonne direction. Donc je dirais avec Kant que la morale, c'est pas la meilleure des politiques, mais qu'elle doit toujours être dans le champ de vision de l'homme politique, sinon on est dans le cynisme. Très pertinent. Vous ne trouvez pas que le sujet de S, il est plus compliqué que le sujet de L? C'est une question que je vois sur Facebook. Il y a deux sujets de S. Ah, ce sujet de ES, pardon. De ES, pardon. Alors, le sujet qu'on vient de traiter, finalement. ce qui est plus difficile que le sujet de L, non, moi je trouve pas, Non, parce qu'en vous trouvez fait, pas en fait dans son cours de philo, normalement, il y a une partie sur la morale, une partie sur la politique. D'accord. Et là, Ok. en fait, ce qu'on vous demande, c'est un peu de confronter les deux. Ok. C'est-à-dire, au fond, la philo, c'est jamais seulement une question de cours. Je vois. C'est on vous demande de vous triturer un peu les méninges pour articuler les trucs qu'on a vus séparément en cours. Effectivement. Donc c'est sûr que ça demande... Enfin, c'est pas évident. Hein. Et est-ce que c'est pas un sujet un peu terrain glissant dans lequel on peut finalement placer beaucoup d'actu, morale, politique? On peut parler de ce qui s'est passé cette année avec les gilets jaunes, avec les violences policières, ce genre de choses. On pourrait placer ça dans sa copie. Est-ce que c'est pas dangereux de mettre de l'actu récente dans sa copie? Si on explique bien, là Ouais. encore, si on explique bien de quoi on parle et comment c'est relié au sujet, ça passe très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'une allusion. Ouais. Si vous mettez, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, Mhm. il faut se méfier de la morale en politique. Là, c'est trop vague. Ouais. Par contre, si vous faites tout un petit paragraphe où vous dites, quand même, les violences policières, le fait qu'il y ait des gens qui ont perdu un œil, ça révolte du point de vue moral. Donc, du coup, ça va changer la politique. Ouais. La morale se réintroduit dans la politique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'État qui nous dit, faut défendre la sécurité publique. OK, on est d'accord. Mais en même temps, est-ce que ça peut se faire au prix de gens qui perdent un œil? Du coup, est-ce que la morale ne vient pas, en ricochet, un peu cogner la politique? Donc là, si vous développez, pourquoi pas? Montrer qu'on s'intéresse à l'actu, ça fait tilt chez le correcteur. Il se dit, on gagne des points avec ça? Non, pas forcément, mais on n'en Zut. perd pas forcément non plus. C'est-à-dire que c'est bien de montrer... Parce que c'est rare comme appétit quand même. Souvent, quand on est en terminale, suivre l'actu, c'est pas toujours la chose la plus aisée. Ça montre une... Oui, ça montre qu'en fait, on fait le lien entre ce qu'on voit en cours et la vraie vie. Et la société. Et la bien sûr. société. Ouais. Donc, en fait, c'est pas mal. Faut bien le faire. Ouais. Faut pas que ça soit du genre... Faut pas que ça soit le JT, quoi. Je comprends. Faut qu'on reste en philo et que grâce à la philo, on voit d'un œil neuf un peu l'actu. Et faut pas exprimer une opinion. Ça, c'est dangereux. Faut argumenter. Ouais. Si on dit, je pense que la morale est ce qui est le plus important, parce que si on la perd de vue, la politique, ça devient le cynisme. Ouais. Et donc, du coup, si l'histoire des violences policières, ça me révolte, Bien sûr. si vous l'expliquez, c'est une argumentation. Ça passe. Et c'est ce qu'on demande, en fait. On Ok. demande aux gens d'argumenter. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose qu'on traite le sujet de scientifique. Ouais. Alors, il y en avait deux. La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Et reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? On fait le deuxième? Ça Ouais. vous va? Renoncer ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Qu'est-ce que Je ça pense vous que inspire? d'abord, il faut s'interroger sur le mot reconnaître. Parce que reconnaître, il y a deux sens. Ouais. Il y a reconnaître au sens de je reconnais que c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire je remarque.
Donc ça, c'est le premier sens. Puis il y a aussi reconnaître, comme on dit, reconnaître ses erreurs. Ouais. C'est-à-dire intérioriser. Admettre. Admettre, Ouais. intérioriser. Donc, en fait, là, on peut jouer un peu sur les deux sens du mot. Et puis, par ailleurs, les devoirs, c'est quoi les devoirs? Alors, ça peut être les devoirs du citoyen, ça peut être les devoirs moraux, ça peut être les devoirs, je ne sais pas, religieux. Donc, en fait, là aussi, on peut jouer un peu sur le sens. Donc, moi, je proposerais une réflexion en 3 temps. Je dirais d'abord que accepter les devoirs qu'on vous impose, ça peut être renoncer à sa liberté. Par exemple, il y avait un philosophe que j'aime bien, qui est un Américain, qui vivait au 19e siècle, et en fait, il ne voulait pas payer les impôts pour financer la guerre du Mexique. D'accord. Et donc, il disait, ça, c'est des devoirs civiques, mais moi, je renonce à ma liberté si j'obéis, donc je m'en vais. Et donc, il a fait de la désobéissance civile, il a refusé de payer ses impôts, il a fait un peu de prison, pas grave, mais enfin, il a résisté. Donc, dans un premier temps, disons, purement extérieur, oui, il y a un risque de renoncer à sa liberté. Dans un deuxième temps, je dirais, mais on peut aussi obéir aux lois, c'est-à-dire obéir aux devoirs du citoyen, sans être dupe. C'est-à-dire, on peut ne pas contrevenir aux lois, mais, comme dirait Blaise Pascal, savoir que celui qui vous dirige n'est pas meilleur que vous, par exemple. C'est-à-dire, on peut obéir au président de la République sans considérer que c'est un surhomme. Donc, on ne renonce pas à sa liberté intérieure. Et puis enfin, dans une troisième partie, on pourrait dire que, en fait, ce qui compte, c'est le devoir que l'on construit pour soi. C'est-à-dire pas les devoirs extérieurs, mais un devoir qui est, par exemple, je me pose comme un devoir de ne pas mentir. Une rigueur personnelle. Une rigueur personnelle. À ce moment-là, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le devoir que vous inventez pour vous-même, en fait, il est votre liberté. Parce que vous l'avez librement créé. Vous avez librement décidé de ne pas mentir ou de ne pas voler ou de je ne sais quoi, etc. Donc, en fait, vous êtes construit votre devoir, donc vous êtes libre. Et donc, finalement, on peut dire que dans certains cas, quand on intériorise des choses, suivre son devoir, à condition de l'avoir créé soi-même, c'est pas du tout renoncer à sa liberté. D'accord. Vous voyez, on joue un peu avec le sujet, puis à la fin, on dit ce qu'on pense. Effectivement. Et donc, Blaise Pascal, c'était l'auteur à invoquer dans ce sujet. Pareil, il n'y a pas de règle. Il y a plein d'auteurs qui ont parlé du rapport entre devoir et liberté. Et on peut aussi citer à la fin encore Emmanuel Kant. On peut parler de pas mal d'auteurs. En fait, il y a une vraie liberté. On vous demande juste de construire quelque chose. Ouais. Je voudrais vous demander un petit mot pour tous les candidats qui ont passé l'épreuve ce matin et qui sans doute vont voir ce Facebook Live, ou peut-être que des amis vont leur envoyer. N'hésitez pas à appuyer sur partager, ceux qui nous regardent, je vous le dis. Dans quel état d'esprit il faut être à partir de maintenant et jusqu'au résultat, et face au résultat, comment agir quand on a échoué ou voilà. Déjà, on ne sait jamais à l'avance si on a échoué. C'est vrai. Parfois, on a souvent l'impression d'avoir complètement raté. Et en fait, on a une bonne note. Parfois, il y a des hasards. Parfois, on se sous-estime. Parfois, on se surestime aussi. Donc, à mon avis, il ne faut pas angoisser. Et puis, je pense que la deuxième bonne attitude à avoir, c'est de se dire que la correction, ce n'est pas une loterie. C'est-à-dire que moi, j'étais prof. Il y a des commissions, c'est-à-dire les profs se réunissent. Souvent, ils lisent les copies. Parfois, ils font une double correction pour voir s'il y a un écart. En fait, les profs, ils jugent sur la rigueur de l'argumentation, puis un peu, évidemment, les connaissances, quand même. Mais disons que c'est pas du tout de la loterie. C'est pas c'est conforme à mes opinions, donc je note bien. C'est vraiment des commissions où les profs discutent. Parfois, d'ailleurs, ils sont pas d'accord. Et ils disent, je suis pas d'accord, mais l'élève, il a argumenté. Et il a argumenté, il a fait un effort, il a construit un raisonnement, donc ça mérite une bonne note. Donc, à mon avis, si vous êtes sûr d'avoir essayé de construire quelque chose, vous pensez à l'épreuve suivante. Très complet. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce Facebook Live. Les amis, vous qui nous regardez, je voudrais vous rappeler qu'on a eu un petit pépin technique au milieu du live. Donc, il y a 2 parties à regarder si vous voulez rattraper. Sachez que moi, je vais mixer les 2 et vous retrouverez l'intégralité sur YouTube en une seule vidéo. Tout ira bien, on y verra que du feu, vous verrez. Je voudrais rappeler Philosophie Magazine. Déjà, les remercier de vous avoir permis de venir jusqu'à nous aujourd'hui. Je sais que vous avez un emploi du temps très, très pris ce lundi. C'est bac philo pour tout le monde. Effectivement. Et rappeler qu'il y a 2 numéros en kiosque. L'apparition habituelle, c'est le mensuel du mois de juin qu'on voit à droite sur l'art de l'éloquence. Ouais. C'est bien ça, 5,90 €. Ça peut aider à l'oral.
Effectivement, ça peut. Et puis il y a plein d'autres sujets, j'ai vu. Il y a la couverture, il y a plein d'autres thèmes, notamment sur la mode, je crois, ou la façon de s'habiller. Sur l'élégance. Exactement. Et il y a un hors-série qui est disponible, consacré à Michel Serres, qui nous a quittés au début du mois. Un hors-série très complet, disponible pour 7,90 €, c'est bien ça. Il va être disponible en kiosque un petit moment, je crois. Oui, parce que Michel Serres, c'était vraiment un ami de Philosophie Magazine. Ouais. On a beaucoup d'articles avec lui, de lui, et on est triste. Et on lui rend hommage, et en même temps, on veut comprendre sa pensée. Un hommage très complet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager avec vos amis, avec ceux que ça intéresse, avec les candidats du bac, ça peut servir. Merci pour vos précieux conseils. Sans prix. Et je vous invite à écouter dès maintenant le journal de Raphaël Duchemin. Il sera également question du bac philo avec des témoignages et quelques astuces de correction.